Bonjour, vous êtes à Léon de Soleil, bienvenue. Vous allez nous accompagner pendant une vingtaine de minutes avec un promeneur. Et nous allons voir la Guyane au fond de ses yeux, à la fois celle d'hier, d'aujourd'hui, avec des incursions vers le futur. Ce sera une surprise, mais surtout une balade. Installez-vous, écoutez. Bonjour Brice. Bonjour Luc. Alors, cette émission est consacrée un peu à la découverte de la Guyane, et la particularité, c'est que le filtre, ou l'élément directeur, c'est le promeneur. Donc aujourd'hui, vous serez le promeneur de cette émission, Brice. Alors, la Guyane, vous y êtes né, mais c'est votre terre de naissance, mais en même temps, c'est une terre dont vous vivez. On peut dire ça, oui, puisque en effet, je suis né en Guyane et j'ai grandi à la campagne, comme on dirait couramment ici, puisque mon père est agriculteur. Donc j'ai vécu toute mon enfance et j'ai grandi du coup à la ferme. Donc ce qui fait bien de moi, du coup, oui, quelqu'un du terroir, et aujourd'hui j'en vis également. Puisque par mes activités, je suis en relation permanente avec la terre et la forêt, même la nature dans son ensemble. Alors, il y a une collection que vous connaissez peut-être ou certainement qui s'appelle Oui, oui à la ferme. Merci. Si je vous demande de décrire vos souvenirs de ferme, est-ce que c'est vos vaches cochons ou est-ce autre chose ? Non, ça a toujours été un peu plus que veau, vache, cochon, puisque quand j'étais petit, on cultivait des légumes, on avait aussi un élevage de vaches, et de bovins, et puis après l'exploitation aussi s'est tournée vers tout ce qui est pépinière, floriculture, donc ça a toujours été un peu plus transversal que la simple caricature de oui oui à la ferme. Mais alors, vous grandissez, vous savez, quand les enfants grandissent, c'est parfois et même souvent contre l'autorité parentale et souvent s'orientent dans d'autres directions. Mais d'autres, par contre, subissent une influence. Alors vous, votre père est dans l'agriculture, vous êtes aussi on va pas dire agriculture, si quand même. Pourquoi vous choisissez cette activité ? Eh ben, parce que je pense que c'est une grosse part d'influence que j'ai vécu du coup de la part de mon entourage familial et de mon père particulièrement. Et si je devais en fait raconter peut-être un souvenir d'enfance, moi il y a quelque chose avec lequel je prends toujours un peu de recul et j'ai du plaisir à le dire, c'est que quand j'étais petit, je faisais rarement mes devoirs d'école à la maison. C'est-à-dire que quand j'arrivais à la maison, je posais mon cartable et direct j'allais dans le jardin, et ça jusqu'à arriver au lycée, et je faisais toujours mes devoirs dans un coin de table ou d'un coin d'escalier à l'école pour pouvoir profiter au maximum du temps passé sur le tracteur, dans les champs avec les animaux. Donc forcément, voilà, ayant grandi comme ça, derrière, en poursuivant mes études, je me suis orienté dans cette voie. Mais aujourd'hui, je vois un peu plus loin que le simple fait de travailler dans une exploitation agricole, puisque j'accompagne le développement de projets de développement économique en lien avec justement le développement durable, dont l'agriculture fait partie d'un des socles premiers, je dirais, de tous ces projets que j'accompagne. Donc en effet, voilà, aujourd'hui, je vis autour du monde agricole. Et du coup je l'accompagne j'accompagne du coup des porteurs de projets dans leur réalisation. Alors, vous avez évoqué des animaux domestiques, mais la Guyane n'est pas faite que d'animaux domestiques. Alors, quels sont les souvenirs qui ne sont pas ceux des veaux, des vaches et des cochons ? Et il y a quelque chose aujourd'hui qui est très d'actualité, notamment la relation entre l'homme et le jaguar, et particulièrement chez nous, étant un monde cinieri, ayant la proximité avec la forêt, on a été confronté plusieurs fois justement à des intrusions de jaguars qui venaient manger la volaille quand c'était pas nos chiens. Donc il y a ces souvenirs là, et puis il y a également
la chasse au capiail, puisque là où se trouve la maison familiale, on avait la chance du coup d'avoir beaucoup d'animaux, donc il y a des éléments voilà un peu on va dire crispants, comme quand on se fait prendre le chien par le jaguar, et puis il y a d'autres moments plus jolis quand on voit les jaguars passer le soir à 6h, 6h30, ou encore on se réveille avec le chant des toucans après la pluie, quoi. Bien, alors la Guyane, c'est saison sèche, une saison humide. Vous portiez un kawaii en saison humide. Est-ce que vous avez, dans vos souvenirs, est-ce qu'il y a une différence aussi tranchée entre les deux saisons? Est-ce que la Guyane est la même en saison sèche qu'en saison humide? Ah ben non, forcément on découvre de nouveaux paysages, de nouvelles floraisons. Il y a des chants d'oiseaux différents. Et puis on m'a dit que je me promenais en kawaii sous la pluie. J'étais plutôt du genre tout nu sous la pluie. Quand j'étais petit, et aujourd'hui encore, je prends plaisir à rester torse nu, même quand je travaille, quand il pleut, parce que c'est aussi revivifiant de se laisser prendre justement par ces éléments de la nature. Avez-vous la nostalgie de la Guyane de votre enfance, ou pensez-vous qu'en fait elle a suivi une progression constante, c'est un fait, mais à un rythme relativement modéré? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Pour être parti faire mes études et être revenu, c'est le meilleur moment où en fait on peut se rendre compte d'une différence ou pas. On se rend compte que il y a eu des évolutions, certes, mais que ces évolutions sont pas si impressionnantes que ça. Puisque c'est vrai que lorsqu'on part un certain temps et qu'on revient, on se dit rien n'a changé. Le premier réflexe, c'est de se dire rien n'a changé. Voir, il y a des choses qui ont peut-être régressé, reculé. Je dirais d'un point de vue global, on a l'impression parfois, quand on prend du recul et qu'on regarde un peu l'histoire de la Guyane, qu'il y a une forme de régression dans la dynamique, puisque auparavant on avait des industries florissantes en termes de valorisation du bois, on avait la production d'huile essentielle à gogo, on produisait nos propres briques, et il y avait un véritable développement économique basé autour de nos ressources. Et je crois qu'il y a un moment donné, il y a eu un gap, et on a perdu cette vision des choses-là. Mais j'ai l'impression que maintenant, avec le fait que le développement durable, la transition écologique, voire agroécologique, comme je l'entends, sont de plus en plus des sujets d'actualité, on tend à revenir vers ces choses-là. Pour revenir aux animaux, est-ce que vous comprenez la vision des Amérindiens notamment, qui voient dans le jaguar, vous l'avez évoqué, le siège d'une puissance spirituelle qui a une force, qui aurait une force à la fois sur la vie et sur les êtres? Est-ce que vous avez été confronté à ça, ou est-ce que ça vous a déjà inspiré? En tout cas, c'est sûr que le jaguar, c'est un animal, je dirais mythique, qui reste qui est impressionnant, et qui en impose quand on le voit en action, ça en impose. J'ai déjà vu des images de jaguars venant capturer des chiens sur la terrasse d'un particulier. C'est impressionnant. Il le fait avec une telle sérénité, alors que le propriétaire est là. Il va regarder le propriétaire sans se dire qu'il va vouloir particulièrement l'attaquer. Son intérêt, c'est le chien. Il prend le chien tranquillement, il redescend les escaliers. Donc oui, c'est impressionnant. Et puis déjà aussi entendu des histoires de chasse aussi, d'amis chasseurs qui racontent avoir croisé un jaguar. Le jaguar s'est posé, les a regardés, a détourné la tête, il a continué tranquillement. Et aujourd'hui, c'est vrai que on le voit souvent comme un ennemi, comme quelque chose, comme un animal à abattre. Mais c'est vrai que, en tout cas,
moi, je ne me verrai jamais abattre un jaguar. Moi, j'ai quand même l'impression qu'au contraire, il me semble que l'opinion en fait un animal sauvage, certes, mais qui n'est pas agressif à l'égard de l'homme. Vous tombez sur un tigre, c'est certain que ça va mal se passer pour vous. Par contre, le jaguar lui semble avoir une intuition assez fine à propos de ses rapports avec l'homme. Et puisque nous en sommes là, donc je vous posais quand même la question sur l'esprit. Enfin bon, il y a des animaux, vous parlez de cabiai, c'est puissant, c'est imposant. C'est pas l'animal le plus terrifiant. Ou l'anaconda. Est-ce que vous avez votre galerie d'animaux, votre galerie de portraits d'animaux? Oui, il y a un animal que j'aime bien, c'est vrai, c'est le jaguar, parce qu'en fait il force le respect tout simplement. Et ensuite, moi je suis très admiratif des oiseaux. D'ailleurs, voilà, j'ai choisi un prénom d'oiseau pour mon fils aîné, qui est le kikivi, et pour son prénom on a choisi Tawayali, qui est la signification en wayana, la dénomination en wayana du kikivi, parce que c'est un oiseau qui est petit, mais qui peut faire face à d'autres oiseaux qui théoriquement seraient plus puissants, et il en met souvent à défaut, puisque dès qu'il sent sa famille menacée, il n'hésite pas une seconde à attaquer, que ce soit un pagani, une harpie ou encore que sais-je, quel autre rapace. Oui, alors à ce propos, vous avez des enfants, avez-vous une fille? Eh oui, j'ai trois enfants, 2 garçons et une fille. Donc, on a aujourd'hui un équilibre à la maison qui se fait avec la dernière. Puisque pas forcément instable, puisque les filles ont souvent un caractère assez trempé qui peut mettre en respect. Je pense qu'elle mettra en respect ses deux frères aînés. Je vous posais la question, je m'interrogeais sur le fait de savoir si vous auriez donné comme prénom votre fille Harpie, comme la harpie féroce, qui est vraiment l'un des rapaces les plus impressionnants du monde, qui n'est pas seulement de la Guyane. Non, mais on a choisi toujours en wayana le jour, donc elle s'appelle Tawene, qui signifie donc le jour, parce que voilà, pour cette notion très joli prénom. Plus tranquille. Alors, pourquoi cette influence wayana? Il y a les Oyampi, il y a Teco, Mérillon, puis il y a d'autres cultures ici. Pourquoi avoir choisi le wayana apparemment? Parce que on voulait avec ma compagne donner une signification profondément guyanaise au prénom qu'on choisirait pour nos enfants. Et pour moi, je ne trouvais pas plus profond qu'un prénom d'origine amérindienne, puisque voilà, ce sont aujourd'hui les Amérindiens sont les peuples premiers de la Guyane. À travers les différentes recherches que j'ai pu avoir, la communauté et le peuple wayana m'ont paru être du coup sont pour moi du coup une de ces nations amérindiennes qui a beaucoup compté, notamment sur les aspects de lutte guerrière, et même de la connaissance et du développement général en Guyane à l'époque précolombienne. Et du coup voilà, on a choisi la nation wayana pour inspirer nos enfants, et que d'où qu'ils soient à travers le monde, ils se souviennent forcément du coup de venir d'ici. Auriez-vous des origines amérindiennes éventuellement, vous, vos parents ou votre épouse? Aujourd'hui non, à ma connaissance non. Même si c'est vrai que dans ma famille j'ai de la famille côté amérindien, puisqu'en fait j'ai une tante qui s'est mariée à un de mes oncles maternels, et qui elle est d'origine amérindienne.
Alors, si on parcourt le chemin, il y a les Amérindiens. Vous les voyez, comment voyez-vous ces nations et comment voyez-vous les nations Boucheneghe? Ça fait quand même partie de la cosmologie guyanaise. Comment vous situez-vous? Est-ce que vous vous situez par rapport à ça ou est-ce que ça n'a aucun intérêt? Non, je ne pense pas que ça n'ait aucun intérêt de prendre en compte les personnes qui non, mais de se situer par rapport à ça, de dire voilà, moi je suis là par rapport à ces nations. Vous êtes le créole quand même, hein, ça veut dire quelque chose. Ah, je me considère pas comme créole. Ah, intéressant. Ensuite, moi c'est vrai que je vois les Amérindiens aujourd'hui comme les gardiens, je dirais sacrés de cette terre, puisque on voit à travers le temps que ils ont toujours lutté pour rester en harmonie et préserver une forme de vie en harmonie avec son environnement. Donc c'est pour moi un modèle en tout cas à suivre dans l'appréhension qu'ils ont et la relation qu'ils ont avec la nature. Est-ce que vous considérez qu'on pille leur territoire et que l'on pille leur héritage? Je vous dis ça en regard de l'activité dont on va parler. C'est une promenade, on se promène. Oui, là on commence à dire sur les terres pentues là du coup, puisque ça c'est un sujet qui est assez d'actualité et qui en effet pose question. Moi du regard que j'ai, c'est que j'avoue avoir du mal à comprendre l'obstination qu'on peut avoir à vouloir déraciner, à vouloir changer les habitudes des gens lorsque elles sont inscrites depuis plusieurs millénaires sur un territoire, qu'elles ont appris à le connaître. Elles ont développé des sciences, des arts, de la culture autour justement de cette nature qu'elles ont en modèle. C'est le regard que j'en ai. Et je crois qu'à un moment donné, il faut penser plus à cohabiter, à comprendre l'autre et construire avec lui, plutôt que de vouloir lui imposer une façon, un schéma, une façon de voir. Puisque de toute façon, on voit qu'aujourd'hui, cette vision-là ne fonctionne pas, puisque elle est aussi créatrice de beaucoup de maux dans notre société. Si on apprenait à vivre plus tranquillement et plus sereinement avec notre environnement, on se sentirait bien plus à l'aise, je pense. Avant de poursuivre, il y a quand même une réponse qui fait question chez vous. Vous dites « je ne suis pas créole ». Alors, dernièrement, lors d'un dernier entretien, Jean-Yves Prévoto nous disait le créole rappelle la définition initiale. Le créole, c'est le blanc qui est né dans les terres tropicales, antillaises principalement, ou guyanaises maintenant. Vous n'êtes pas créole, vous vous définissez comment ? Alors, je me définis comme citoyen du monde, comme je le dis souvent. Je n'aime pas le terme créole justement parce que, étymologiquement parlant, si on reprend sa signification originelle, j'y corresponds pas. Donc, du coup, c'est difficile de me définir un terme une extension depuis quand même. Ah oui, mais si on prend la définition initiale, en fait, moi, j'aime pas passer par les dérivés. Je veux dire, si la définition ne me correspond pas, elle me correspond pas. Et puis de toute façon, par rapport à après, certains me définiront comme ils voudront. Maintenant, moi, je sais d'où je viens, et donc je sais comment me définir. Alors, vous avez un rôle de conseiller, ou on va dire peut-être d'appui technique dans vos activités professionnelles auprès de porteurs de projets sur l'agriculture. Quelle agriculture soutenez-vous ? Alors précisément, je suis consultant aujourd'hui en ingénierie environnementale. De par ma formation d'ingénieur agronome, je me suis spécialisé également en maîtrise d'œuvre et ingénierie du paysage. Ce qui me permet aujourd'hui d'intervenir sur des contextes variés, qu'ils soient d'ordre de l'agriculture, de l'agroalimentaire ou encore de l'aménagement du territoire. Donc c'est bien cette dimension transversale à chaque fois que j'impose en termes de méthode dans le développement et l'accompagnement des différents porteurs de projets.
puisque aujourd'hui, on voit souvent l'agriculture comme une phase simplement où on coupe la forêt, voilà, on coupe la forêt, on brûle et on commence à planter. Mais justement, si on commence à prendre en compte que la forêt, c'est une partie de ce territoire et que du coup, il faut penser à l'aménager pour certes la phase agricole, mais aussi pour le plus long terme, puisque souvent les terres agricoles à long terme changent aussi d'affectation. Donc ça nous impose du coup une autre façon de voir les choses pour lancer un projet. Alors, je vais vous demander d'essayer de me dessiner la Guyane de demain, dans 20 ans, 30 ans, non pas sous le regard, avec la dynamique qu'on connaît aujourd'hui de développement qui apparemment n'est pas durable, mais celle que vous accompagnez de vos voeux. Alors, est-ce que c'est une Guyane truffée d'éoliennes et de panneaux solaires? Est-ce que c'est une Guyane dans laquelle, comme le fait M. Berger, par exemple, l'utilité agricole, ce sont des ânes qui tirent des petites charrettes, notamment. Qu'est-ce que c'est? Quel pourrait être pour vous ce paysage-là? Alors, je parle bien sûr, on parle du niveau agricole, l'industriel, ça se développe pas et c'est peut-être tant mieux, mais sur le plan agricole. Alors, pas seulement agricole, d'ailleurs, c'est demain, est-ce qu'on pourrait cultiver des jardins dans Cayenne, par exemple? Ben, la Guyane que je vois pour demain, ou en tout cas que j'espère, c'est justement une Guyane où les personnes auront appris à vivre avec leur environnement. Parce que beaucoup d'enfants ne savent pas nager dans une rivière aujourd'hui. Beaucoup d'enfants ne savent pas ce qu'est un awara, ce qu'est une graine de carapace, ce qu'est le fruit du courbaril. Et donc c'est déjà, je dirais, une Guyane où la nouvelle génération, du coup les plus jeunes, auront grandi dans cette connaissance de leur faune, de leur flore et de leur environnement, parce que c'est à partir du moment où on connaît son environnement, qu'on le comprend, qu'on peut y vivre déjà durablement. Et après, si je vais parler purement du volet agricole, je pense qu'aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour produire localement et subvenir aux besoins actuels et futurs de la population. Donc c'est une agriculture qui se sera tournée vers des modèles agroécologiques, voire agroforestiers, puisque justement ça permet aujourd'hui de combiner plus facilement les usages et du coup une Guyane aussi qui se sera industrialisée, mais sur la base de ses ressources naturelles. Et parce qu'aujourd'hui, une agriculture durable n'est pas forcément ambivalente avec des industries, puisque derrière, il faut aussi transformer les produits bruts pour leur donner une valeur ajoutée. Oui, c'est peut-être la question en fait. Cette agriculture de demain, pour certains, elle doit faire l'impasse définitivement sur les grandes monocultures de maïs, de soja, etc. Mais l'homme doit réapprendre son rapport avec la terre. Est-ce que pour vous c'est ça, ou est-ce que, parce que vous évoquez à 2-3 reprises l'industrie, donc apparemment vous n'êtes pas complètement séparé de ce volet-là qui pourtant est la cause de la dépréciation, la dégradation de l'environnement. Oui, mais ça dépend de la vision qu'on a de l'industrie. Il y a des visions de l'industrie, de l'industrialisation qui sont plus raisonnées. Et c'est. Prenons l'exemple. Si on prend par exemple l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, si on doit valoriser nos produits locaux à travers de la production de jus, de purées, de compotes, etc. De repas préparés mais prêts à l'emploi, mais préparés à base de manioc, de patates douces localement. C'est une industrie, mais qui derrière a des externalités négatives très faibles sur l'environnement.
Et même si après on devait parler d'un point de vue de l'énergie, l'industrie énergétique, on peut aujourd'hui développer un modèle autour justement de la mise en valeur agricole et de la production agroforestière, de valorisation de la biomasse et se servir de cette source de biomasse comme source d'énergie. Et derrière, du coup, on voit très bien que aujourd'hui c'est une des énergies les plus propres qu'on a, puisqu'on s'inscrit dans une économie du coup complètement circulaire. Êtes-vous nombreux à partager ces points de vue? Est-ce que vous pensez que la Guyane est prête à s'engager sur cette voie, ou est-ce qu'on est vraiment prisonnier de l'environnement institutionnel qui oriente des politiques publiques qui ne sont pas nécessairement conformes avec ces orientations? Je pense qu'on a souvent dit que la Guyane ou les Guyanais n'étaient pas prêts au changement. Je veux dire, de toute façon, les changements, on les subit quoi qu'il soit, d'où qu'ils viennent, à chaque fois qu'ils interviennent sur le territoire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à mieux vivre. Et à partir du moment où on développe des solutions qui permettent l'amélioration du cadre de vie des Guyanais, ils ne s'y opposeront pas. Enfin, en tout cas, ils n'auront pas de raison de s'y opposer. Donc après, je pense qu'aujourd'hui, certains choix qui sont faits sont plus faits par méconnaissance des choses, et aussi peut-être par un manque d'ambition. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'il faut redonner aux gens de ce territoire, c'est de l'ambition, et justement ne pas hésiter à casser les codes ou casser les habitudes pour aller de l'avant. Parce que je pense que pour aller de l'avant, il faut parfois savoir rompre avec des prérequis qu'on a, et il faut savoir dépasser ses propres limites. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette balade. Merci pour le déplacement, merci de nous avoir fait visiter la Guyane à travers votre sensibilité. Et probablement qu'elle prend la voie, puisque vous êtes là, un jeune Guyanais. Mais votre avenir, vous êtes citoyen du monde, mais est-il enraciné en Guyane ou dans une autre partie du monde ? Justement, ça fait partie de ce que je disais. Aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir dépasser ses propres limites. Et en effet, mon avenir, je le vois pas forcément uniquement en Guyane, parce que aujourd'hui, voilà, il y a des opportunités aussi qui se présentent à l'extérieur. Certaines choses sont aussi difficiles à mener sur place. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de frontières d'intervention, et je me sens bien, peu importe l'endroit où je vais, je m'y sens bien, et je m'efforce de construire les choses autour de moi pour m'y sentir bien. Eh bien, merci Brice, et puis bonne continuation. Apparemment, vous êtes ouvert à toutes les aventures. Alors, je vous souhaite merci à vous, Luc. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.